numérique en France, qui nous parlera peut-être davantage des cas d'usage et des fondamentaux. Et dans un premier temps, notre premier invité, c'est Sylvain Marche. Sylvain Marche qui est trader indépendant et fondateur de la plateforme enbourse.fr. Alors vous le connaissez sûrement par ses vidéos, ses différentes interventions médias. Et donc, surtout, n'oubliez pas la règle du jeu, joignez-vous à la conversation. L'avantage de Twitch, c'est qu'on va évidemment essayer de répondre au mieux aux interrogations que vous pouvez avoir. Donc tout de suite, j'appelle Sylvain. Voilà, le Skype est en route. Bonjour Sylvain. Bonjour Guillaume, tu vas bien? Ça va bien et toi, tu nous entends? Oui, je t'entends très bien. Super. Merci de te joindre à nous vers la fin de ta journée, puisque chez toi, il est un peu plus tard actuellement. Oui, il y a une petite heure de décalage parce que je suis à Moscou, mais ça va. D'accord. La séance s'est Je bien suis pas, passée. je suis pas en Asie où là effectivement ça aurait été un décalage un peu plus compliqué à gérer. D'accord. Alors, toi, tu as débuté par la bourse comme tout un chacun, si j'ose dire. Tu as commencé à t'intéresser aux cryptos, en fait, dès l'épisode 2017-2018. Et puis, c'est vraiment depuis l'année dernière, je crois que tu t'es vraiment, franchement, penché sur la question et que tu as développé cette expertise. Oui, tout à fait. Alors juste pour contextualiser un petit peu très rapidement mon parcours, effectivement, moi j'ai découvert la bourse en tant que particulier en 2002, donc ça va faire bientôt 20 ans. J'étais dans une première vie entrepreneur dans l'informatique. Et puis j'ai fini au bout de quelques années de faire du trading, donc mon métier, de devenir ce qu'on appelle trader pour compte propre, que j'appelle trader indépendant. Je trouve ça un petit peu plus élégant, on va dire syntaxiquement. Et puis j'ai fondé la plateforme boursière enbourse.fr il y a bientôt 10 ans de ça maintenant, qui Une est devenue plateforme maintenant qui une propose des des tas grosses d'outils pour les plateformes. propres traders, quoi. Voilà, pour ce que j'appelle les traders indépendants, donc les traders particuliers de tout niveau, donc à la fois pour proposer de la formation, pour proposer des outils, et puis depuis quelques années aussi maintenant de l'accompagnement au sein d'une communauté. Euh, En ce qui concerne les cryptos plus spécifiquement, effectivement, finalement, je suis arrivé, on va dire, pour un professionnel relativement tard sur les crypto-monnaies, dans la période 2016-2017, même si je suivais le Bitcoin depuis 2013 environ. J'ai commencé à réellement investir sur le Bitcoin en 2016-2017. Et bah, j'ai pu observer, on va dire, mon premier cycle, de la même manière que sur les actions, on travaille sur des cycles, et bien c'est exactement la même chose sur les crypto-monnaies, mais avec plus de volatilité et puis des cycles qui sont un petit peu plus rapprochés aussi, pour des raisons qu'on pourra peut-être évoquer durant notre entretien. Mais ça a été encore, on va dire, un petit peu superficiel. Et là, effectivement, depuis 2020, j'ai vraiment, on va dire, passé la vitesse supérieure par rapport au travail sur les crypto-monnaies pour essayer de vraiment comprendre de manière plus en profondeur quel est le projet, comment est-ce que ça peut changer des choses dans l'économie réelle, et un petit peu discerner qu'est-ce qui peut faire un projet qui a de la chance de durer et qui peut être un bon investissement sur le long terme de projets qui vont disparaître après la fin du cycle qu'on est en train de vivre en ce moment. Ah, effectivement, ce n'est pas toujours les réflexes qu'on avait sur des actifs réglementés comme les actions qui s'appliquent, hein. Le Bitcoin, il y a des centaines de plateformes. On peut trader à 24 heures sur 24. Donc, quand il y a des dynamiques d'emballement, elles sont plus difficiles à freiner. C'est vrai que on a beau regarder les graphes, on a quand même l'impression que tout peut se passer, qu'un tweet d'un entrepreneur californien peut remettre en cause une configuration qu'on pensait avoir identifiée. Toi, tu as dû changer tes habitudes pour appréhender ce marché, j'imagine. Oui, alors il faut faire attention de pas trop tomber dans le piège de la volatilité immédiate ou de la volatilité à court terme qui va finalement avoir assez peu de mémoire. Ce que je veux dire par là, c'est que
Effectivement, certains influenceurs et certaines personnalités des réseaux sociaux, pour ne pas le citer évidemment Elon Musk, même s'il y en a d'autres qui ont du poids dans le milieu, notamment Michael Saylor qui est le CEO de MicroStrategy et puis d'autres encore, président de Jack Palmer, président de Square, etc., Twitter. Ça va avoir un impact qui est non négligeable. Il y a une proportion. Pourquoi est-ce que ça a un impact qui est non négligeable sur le court terme? Parce que la proportion du retail, donc c'est-à-dire des traders particuliers au sein de l'économie crypto-monnaie, a un poids financier supérieur à celui qu'on peut trouver dans le marché des actions et des obligations. Ça va probablement changer avec le temps, c'est déjà en train de changer. On a des institutionnels qui sont en train de rentrer de manière plus importante que dans les années précédentes, mais malgré tout, on peut observer par exemple sur des plateformes de trading à la fois pro et non pro, que la quantité de capitaux qui sont tradés, les volumes de transactions sont à 50-50 entre les institutionnels et les particuliers. Donc c'est quand même énorme en termes de proportion de retail. Et donc effectivement, le retail va peut-être un petit peu plus avoir tendance à suivre des effets de mode, à être impacté par des news, par des déclarations, etc., etc. Et donc du coup, ça provoque effectivement des mouvements à court terme, mais il faut faire attention parce que ça ne, à mon sens en tout cas, ça ne change pas fondamentalement la direction du marché à long terme. Donc après, on se retrouve face à deux choix, mais un petit peu comme sur le marché des actions classiques. Est-ce que je veux m'engager dans les mouvements rapides ou est-ce que je veux m'insérer dans un investissement plus long? Personnellement, de mon expérience de trader à la fois actif et investisseur, sur les crypto-monnaies, dans 90 ou 95% des situations, en tant que particulier, le choix de l'investissement plutôt que le choix du trading est clairement un meilleur choix pour éviter de sous-performer le marché. Donc il faut s'interroger sur auquel rythme on veut intervenir en fait. Et pour la plupart des gens, il vaut mieux pas intervenir au jour le jour, mais plutôt dans une perspective d'investissement à plus long terme. Oui, c'est quelque chose d'ailleurs qui est encore une fois aussi valable sur le marché des actions, c'est que même les fonds d'investissement, même les grands professionnels, entre guillemets, sur le long terme, alors il y a quelques exceptions évidemment, arrivent assez rarement finalement à battre le marché. C'est d'autant plus intéressant sur les crypto-monnaies qu'il n'y a pas forcément la nécessité de battre le marché. Ce que j'entends par là, c'est que c'est un marché qui est tellement dynamique en lui-même. Pourquoi est-ce qu'il est dynamique? Tout simplement parce qu'il est jeune, parce qu'il est encore faiblement capitalisé. Alors ça peut paraître incroyable de dire ça, quand on sait qu'il y a quelques semaines encore, même si ça a baissé, il y avait plus de 1000 milliards 10 de trilliards dollars. investis sur le marché. Et effectivement, si on le compare au marché actions-obligations qui fait 100 trilliards, voilà, ça fait 2% du marché actions-obligations. Donc, forcément, plus la capitalisation est faible d'un titre en particulier ou d'une classe d'actifs en général, et plus un afflux d'argent ou un retrait d'argent va impacter le mouvement de cours de manière beaucoup plus importante. Et donc, malgré tout, je pense qu'aujourd'hui, on est quand même encore dans une phase sur les crypto-monnaies qui est une phase de, comment dire en anglais, d'early adoption, c'est-à-dire d'adoption qui est encore très jeune. Alors, tout le monde a entendu parler des crypto-monnaies, Mais seule une mais toute tout le petite monde n'est pas proportion des investi investisseurs est encore. dessus. Ouais, de la même manière que, entre guillemets, un bon père de famille va avoir un PEA avec quelques titres dessus. Donc il y a encore de la marge, c'est très intéressant. C'est une économie, comme beaucoup de nouvelles économies, technologique qui est très disruptive, notamment sur ce qui est la finance, hein. Il y a tout un nouveau secteur sur la finance dans les crypto-monnaies qui s'appelle la DeFi pour finance décentralisée, enfin Decentralized Finance en anglais, qui est évidemment le secteur qui a le plus attiré l'attention, on va dire, sur ce cycle depuis un an qu'on est à peu près en phase haussière et qui met vraiment à la portée entre guillemets de tous, alors c'est un petit peu à double tranchant, des outils de la finance traditionnelle qui étaient auparavant réservés uniquement à des professionnels et des institutionnels.
Alors, il y a effectivement plusieurs internautes là, qui nous lisent, qui s'interrogent sur la nature du mouvement qu'on vient de vivre. Est-ce qu'on peut réellement parler de crash quand finalement l'Ether est en hausse de 225% depuis le 1er janvier, plus de 100% quasiment pour le Bitcoin. C'est vrai que on était à 65 000 dollars mi-avril sur le Bitcoin, on est à 37 000 aujourd'hui, mais il y a un an de ça, on était à moins de 9 000 dollars. Donc ça aide aussi à relativiser, on est quand même beaucoup plus haut. Comment tu vois le mouvement? Est-ce que c'est... alors ça c'est AKOGP qui nous demande ça. Est-ce que c'est un mouvement correctif dans une phase de hausse ou est-ce que ça ressemble à un DCB initiateur d'un bear market? Alors, c'est une excellente question et c'est normal de se la poser dans la situation actuelle. On est vraiment à la croisée des chemins. Alors, si tu veux bien, je vais partager mon écran. Je pense que ce sera plus simple pour essayer de présenter un petit peu les différents scénarios possibles qui s'offrent à nous là, dans les semaines qui viennent. Parfait, on te suit. Ok, alors une seconde. Et vous qui nous suivez, n'hésitez pas donc à vous manifester s'il y a des soucis de son, si vous voyez mal. On me transmettra et on essaiera de corriger. Là, je pense qu'on voit bien ton graphe. Ok. Ok. Si on voit mon écran, ok, j'y vais. Donc là, ici, pour contextualiser un petit peu les choses et prendre un petit peu du recul, essayer de comprendre la cyclicité naturelle du marché des crypto-monnaies à travers l'évolution du prix du Bitcoin. On est ici sur un graphique du Bitcoin en unité de temps hebdomadaire. Donc on voit que là, on a un démarrage. On n'a pas, là, j'ai pas toutes les sources de données sur la première phase, mais en gros un démarrage vers de 2013 jusqu'à nos jours. Donc on voit très bien ici donc chaque petite barre là, c'est une semaine. Hein. Voilà, là on a une unité de temps, une semaine. C'est-à-dire que chaque barre que vous voyez à l'écran représente une semaine de temps. Pour avoir vraiment un spectre large et comprendre justement cette fameuse cyclicité qu'on peut très bien voir si je simplifie un petit peu les grands mouvements comme ceci. La cyclicité sur le Bitcoin qui est parfaitement normale, hein, de la même manière qu'on en a une sur les actions, et qui est, c'est très intéressant, elle est presque réglée mathématiquement, cette cyclicité sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce que ça vient de la nature de la création monétaire et donc finalement de l'inflation, entre guillemets, qu'il y a sur le Bitcoin. Dans la finance traditionnelle, de quelle manière est créé l'argent? Il est créé par les banques centrales qui, entre guillemets, impriment de la monnaie. Dans les crypto-monnaies, chaque crypto-monnaie va avoir une règle spécifique pour créer de la monnaie ou détruire de la monnaie, puisque les deux phénomènes sont possibles. En ce qui concerne le Bitcoin, qui reste malgré tout celui qui est le driver du marché, jusqu'à preuve du contraire, il continue de l'être. La plus grosse capille de toutes les cryptos. Maximum de Bitcoin, je fais des rappels qui sont peut-être évidents pour beaucoup, mais quand même, je le fais rapidement. Rassure-toi, ça me sert aussi. Bitcoin qui va être émise, au final, sera de 21 millions d'unités. Et c'est un chiffre qui ne sera jamais dépassé. Donc, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une politique ici qui n'est pas inflationniste, mais plutôt, on va dire, qui a une capitalisation qui est terminée, enfin une quantité de coins qui est finie. Et ça crée une cyclicité sur le marché du Bitcoin. Pourquoi? Parce que nous avons affaire à un phénomène qui s'appelle le halving, qui a lieu environ une fois tous les 4 ans et qui diminue environ tous les 4 ans le taux de création. La rémunération qui est faite aux mineurs qui, entre guillemets, créent des nouveaux bitcoins. Sachant qu'évidemment, quand on sera vers 21 millions, ça s'arrêtera. Alors ne paniquez pas, on va atteindre les 21 millions environ en 2140. Hein. Donc on a encore un petit peu de temps. Je pense que plus personne ne sera là pour voir la fin de l'émission. Mais en tout cas, voilà, plus on se rapproche de la fin, et plus évidemment, ça devient difficile de miner et la récompense diminue. Et ça crée et ça engendre de manière finalement mathématique ces fameux cycles de Bitcoin qui, jusqu'à présent, depuis le début, ont toujours bien fonctionné. Donc sur 4 années. Une fois ceci étant dit, si on se rapproche un petit peu de la situation actuelle, on a eu quand même une surprise. On a eu une surprise et une grande majorité d'investisseurs et de traders de crypto-monnaies se sont fait piéger dans le mouvement de baisse qu'on a eu durant les 2 dernières semaines, y compris les institutionnels. Alors pas tous évidemment, mais quand même
une partie non négligeable. Pourquoi? Parce que on a eu une petite cassure du modèle. Quelle est cette petite cassure du modèle? Si on suit les cycles de halving, on aurait dû avoir, alors évidemment c'est jamais à la seconde près, mais on aurait dû avoir un top de marché aux environs d'octobre de cette année, donc dans environ 6 mois, Six quelque chose mois. comme ça, 4 5 6 mois. Et tout le monde attendait, entre guillemets, un événement de type moins 50% en quelques jours, quelques semaines, environ à ce moment-là. Donc on l'a eu beaucoup plus tôt, donc ça c'est quelque chose qui n'avait pas vraiment été timé par les acteurs de marché. Et le deuxième élément, on va dire, qui a créé de la surprise, en tout cas dans ce que j'ai pu voir dans le narratif, en échangeant un petit peu avec les acteurs de marché, c'est qu'on a eu sur le Bitcoin, si je me rapproche un petit peu ici, sur ce top, en tout cas ce top local, on ne sait pas encore si c'est un top de cycle ou si c'est un top local, une espèce d'arrondi finalement très progressif et assez gentil, alors que généralement, quand nous avons une bulle et un éclatement de bulle, eh bien, nous avons plutôt quelque chose de pointu, entre guillemets, comme on peut le voir ici et comme on a pu le voir notamment ici. C'est-à-dire une phase d'accélération exponentielle où le prix accélère à la hausse de plus en plus vite, et puis un dégonflement de cette accélération de manière très violente et très continue dans un premier mouvement. Donc, c'est ce qu'on appelle une sorte de sommet pointu. Et là, on n'a pas eu cet effet pointu-là, on a eu vraiment un ralentissement, une zone ici qu'on verra mieux si je me rapproche maintenant en graphique journalier, que j'entoure de manière un petit peu grossière comme ceci, où là, finalement, le narratif qu'il y a eu durant cette zone, c'était, bon, bah, c'est bien, cette fois-ci, on ne va pas avoir peut-être une bulle trop violente comme on l'a eu les dernières fois. On a une belle stabilisation, on a un beau range ici horizontal. C'est une excellente chose puisque ça va permettre au Bitcoin de reprendre son souffle avant une nouvelle jambe haussière. Donc tout le monde était finalement assez content et assez satisfait de cette zone de stabilisation ici. Et puis là, on a eu quelque chose à peu près à ce moment-là, où là, Donc, il y a eu quelques intervenants qui ont flairé, entre guillemets, la chose et qui ont réussi à sortir à temps, de finalement une cassure de ce range par le bas, mais qui s'est fait de manière assez progressive, c'est-à-dire que personne n'était inquiet tant qu'on était plus ou moins au-dessus de ce support ici vers les 42 000, personne n'était trop inquiet, puis d'un coup, ça a dérapé jusqu'au 28 000. Et ça s'est fait en 3 ou 4 jours, quoi. Donc, il y a eu quand même pas mal de surprises. Donc maintenant, une fois qu'on a un petit peu là l'historique et le contexte, qu'est-ce qui peut se produire sur la suite? Alors évidemment, j'ai pas de boule de cristal, comme personne n'en a d'ailleurs au passage. Par contre, on peut essayer de travailler avec ce que j'appelle des scénarios et en fonction un petit peu de l'évolution des cours, on pourra valider ou invalider certains de ces scénarios. Je donnerai évidemment mon avis à la fin sur les probabilités, à mon sens personnel, évidemment, de ces scénarios. Le premier scénario, c'est un scénario de fin de cycle classique. Donc un scénario de fin de cycle classique, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler? Là, si je trace entre guillemets un petit peu le futur du prix, c'est qu'ici on est sur un ancien support à 42 000 qui est potentiellement en train de se transformer en résistance, le prix qui va échouer dessus, et puis finalement passer sous cette droite qu'on voit ici, cette oblique haussière ici, qui a un démarrage au crash Covid de mars de l'année dernière, donc mars 2020, avec un deuxième point d'appui qui précède le run avec le franchissement de l'ATH de 2017. Donc il y a une droite qui est vraiment très très importante, très évidente et par conséquent assez suivie par les acteurs de marché. Donc là, un échec sous les 42, puis un franchissement de cette droite ici et potentiellement derrière, amené à un franchissement de ce support des 28 000 qui là pour moi vraiment sonnerait avec une assez grande certitude la fin de la partie, en tout cas pour ce cycle-là. Et puis après, voilà, on a une construction, hop,
une construction classique de baisse, voilà, Et etc. alors justement, si on enfonçait ce support, jusqu'où pourrait descendre le cours du Bitcoin? Ça, c'est JL93 qui nous le Alors, demande. je pense on a une zone d'arrêt, d'ailleurs, je ne l'ai pas très bien tracée. On a une zone d'arrêt, un instant, qui me semble assez intéressante, autour des 10 000. Déjà, parce que c'est un chiffre rond, donc ce qu'on appelle un chiffre psychologique. Psychologique. Voilà, et c'est des choses qui sont toujours bien suivies. On voit aussi que c'est une zone de prix dans laquelle le Bitcoin est très à l'aise. C'est-à-dire qu'il aime passer du temps, je peux même reculer encore plus, le Bitcoin, et même je peux reculer même encore plus que ça. Donc là, tu remontes jusqu'en... Là, je remonte jusqu'à 2017, là, D'accord. quasiment. En tout cas, sur l'historique récent, c'est une zone de confort, c'est une zone médiane de confort dans laquelle le prix aime passer du temps. Ça veut Dans dire qu'il y a eu lequel beaucoup d'investisseurs qui se sont positionnés à cet endroit-là, donc oui, ils estiment que c'est un prix relativement correct, quoi. oui. Voilà, donc ça pourrait être une zone relativement intéressante à surveiller si jamais ici on a bien la validation d'une sortie de cycle haussier vers cycle baissier comme zone de stabilisation, sachant qu'en général, et ça c'est vrai aussi bien sur le marché action que sur le marché crypto-monnaie, c'est qu'un crash dure en moyenne un an. Vous pouvez aller regarder des crashs sur le marché action de 2007, de 2002, vous pouvez aller regarder le crash de 2018 sur le Bitcoin, vous pouvez vraiment étudier beaucoup de crashs. C'est En souvent une général, année. on atteint des points bas environ un an après le top de marché. Donc évidemment, ce n'est pas une science exacte à la minute près, mais c'est une zone de temps intéressante. Donc c'est-à-dire qu'en gros, il faudrait, si au bout d'un an, on arrive dans la zone des 10 000, la probabilité qu'on est sur un point de réachat à long terme intéressant sera quand même assez élevée. Donc ça, c'était le premier scénario. Le deuxième scénario, on va dire classique, mais dans l'autre sens, qu'on soit Ce finalement premier ici sur une scénario, excuse-moi correction. Sylvain, tu lui donnes Oui. à peu près quelle probabilité? Alors, si ça ne te dérange pas, je vais On déroule les plutôt répondre à scénarios. cette question à la fin. Je préfère Ok. te proposer les trois scénarios et puis après on peut discuter des probabilités, si ça te va comme ça. Ouais, vas-y, vas-y. Ok, ça marche. Donc le deuxième scénario, qui est un scénario de correction à l'intérieur d'une tendance, ça en soi, c'est pas totalement remis en question, notamment tant qu'on n'est pas sorti de cette oblique montante ici, qui est quand même assez importante, et éventuellement de l'ultime support qui est à 28 000 à peu près ici, qui correspond à un peu plus de 50% depuis le top de marché au-dessus des 60 000. Donc, euh, en considérant qu'on est sur une correction ici peut-être un peu plus profonde que ce qu'on a normalement dans un cycle haussier sur le Bitcoin, parce que normalement dans les phases de hausse du Bitcoin qu'on a eu sur les cycles précédents, la correction maximum c'était 40%. Et à chaque fois qu'on a eu une correction supérieure à 40%, une correction qui allait à 50%, c'était systématiquement ou quasi systématiquement le signe que c'était la fin de la partie. Ceci étant dit, c'est quand même un scénario qui est encore envisageable. Pourquoi? Parce que la baisse de 50 et quelques pourcents que nous avons eu là sur le Bitcoin pourrait être une correction un peu amplifiée par rapport au cycle précédent à cause de l'introduction massive et démocratisée des produits dérivés sur les crypto-monnaies. Alors, on avait déjà la possibilité d'utiliser des produits dérivés sur le cycle précédent avec les crypto-monnaies, mais c'était beaucoup moins populaire, beaucoup moins popularisé, beaucoup moins utilisé, notamment de la part du retail, des particuliers, que dans ce cycle-là où on n'a jamais eu autant de traders particuliers, d'investisseurs particuliers qui se retrouvent en situation d'effet de levier, c'est-à-dire qu'ils ont investi sur le marché une somme supérieure à la somme qu'ils ont déposée sur leur exchange. Et puis il y a Donc un ça a autre été vraiment facteur, voilà. il y a un autre facteur que nous cite Henley Marie, qui plaide plutôt pour qu'on ne descende pas jusqu'à 10 000, mais qu'on reste plutôt entre 20 et 30 000. C'est qu'il y a beaucoup de gros investisseurs, elle nous dit, ou il nous dit, qui sont rentrés sur ces niveaux entre 20 et 30 et qui voudront sûrement défendre ces positions. Oui, ouais, c'est complètement possible aussi. Après, on a une zone d'entrée d'institutionnels qui est assez importante ici aussi, hein. On a probablement la zone entre les 20 et les 30
n'est pas, à ma connaissance, il faudrait vérifier sur les volumes institutionnels en fonction des zones de prix, mais cette zone-là entre 20 et 30 ne représente pas forcément un si gros volume. Il me semble qu'on a eu un plus gros volume d'entrée d'institutionnels dans cette phase ici, entre 30 et 40 qu'entre 20 et 30, même si évidemment ça ne veut pas dire qu'aucun institut n'est rentré dans cette phase-là. Donc, juste pour terminer donc, sur ce scénario classique, donc, si on part du principe que c'est une correction, mais qu'elle a baissé un peu plus fort que d'habitude à cause des liquidations créées par l'action des produits dérivés, on pourrait avoir un rebond comme on est en train d'en avoir là ici. Il faudrait que le prix revienne se stabiliser au-dessus des 42 000. Donc le passe au-dessus, mais pas uniquement passe au-dessus, mais retrouve un appui et un support dessus pour potentiellement commencer à rassurer un petit peu les acteurs de marché et après aller construire un mouvement qui pourrait nous amener vers le fameux octobre que tout le monde attendait et qui nous amènerait aussi, vous voyez, en haut de ce canal, entre 100 150 000, qui était également aussi un chiffre qui était quand même assez entendu par beaucoup d'investisseurs au début de ce bull market. Donc ça, ce scénario, ça suppose qu'on reprenne quand même 10-15%, quoi. C'est pas tellement une question de pourcentage, de montée ou de descente, c'est plutôt une question de comportement du prix. C'est-à-dire que si le prix, entre guillemets, revient défendre en support les 42 000, peu importe finalement de combien il est monté entre-temps, ça sera plutôt voilà, un comportement de prix, personnellement, moi, qui me rassurerait plus que remonter à 40 ou 42 ou 42,5 ou 48 ou on coupe la poire. Voilà. Et ça, il n'y a pas de miracle, c'est le temps. C'est le temps et c'est la patience, puisqu'un mouvement de prix, il lui faut du temps pour se créer. Donc ça, c'était le deuxième scénario classique. J'aimerais en évoquer rapidement, si on a le temps, un troisième. Rapidement, allons-y. Qui serait un scénario qu'on appelle de super cycle. Le super cycle, c'est aussi quelque chose qui s'est introduit dans le narratif depuis environ un an sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Et ce scénario de super cycle, la théorie du super cycle est la suivante. C'est que finalement, on arrive enfin sur une adoption massive, sur une démocratisation massive, sur une entrée massive des institutionnels, etc., 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 et que par conséquent, on ne va plus jamais retrouver sur le Bitcoin des baisses de moins 80% comme on en avait eu sur les cycles précédents. Sur le cycle de 2017, 2018. on avait fait on avait fait même moins 84%. Ouais. Entre 20 000 et 3100, on avait fait moins 84%, à peu près la même chose sur le cycle d'avant. Et que l'effet de démocratie massive, d'acceptation de la technologie, de la part aussi des régulateurs, etc., ferait que finalement, on n'aurait plus des moins 80-85% sur le Bitcoin qu'on a eu précédemment. Et ça, ce serait un scénario de super cycle. Pourquoi ? Parce que ça voudrait dire qu'on entrerait dans une phase où le marché fait des cycles de hausse, mais en descendant moins fort à chaque fois. Donc ça, qu'est-ce que ça voudrait dire en termes de comportement ? Alors là, il faut dézoomer parce qu'on est sur du super cycle, ça porte bien son nom. Donc là, je redézoome en weekly. Et ça indiquerait aussi un scénario de rebond autour de la zone dans laquelle on se trouve potentiellement actuellement, peut-être un peu plus haut, peut-être un peu plus bas, peut-être dans un mois, 2 mois, 3 mois. Et ce scénario de ce super cycle-là nous emmènerait potentiellement au-delà de ce canal haussier ici, vers des chiffres beaucoup plus importants, mais avec des corrections intermédiaires plus fréquentes, des corrections intermédiaires moins profondes et plus fréquentes. Et qui nous emmènerait peut-être, bon c'est très difficile à estimer, hein, mais 300 000, 500 000, etc. 500 000 sur le Bitcoin, ça paraît encore fou aujourd'hui. En termes de capitalisation, en termes de poids dans l'espace monétaire mondial, ça serait une part importante, mais pas impossible. Un Bitcoin à 500 000, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop si j'ai une approximation dans le calcul, parce que là, je n'ai pas le chiffre exact en tête, me semble-t-il qu'un Bitcoin à 500 000 ferait environ 10 trilliards. 10 trilliards, ça correspond à peu près à la capitalisation de l'or. D'accord. Sachant que le marché action-obligation, c'est 100 trilliards. Ça c'est quelque chose qui peut être intéressant.
Et ce qui peut être intéressant aussi là-dedans, c'est la baisse de la dominance du Bitcoin. Donc la dominance du Bitcoin, si on va regarder ça juste quelques instants, puis après je reprendrai d'autres questions s'il y en a. Avec On l'Ether a qui eu, prendrait plus de place et les autres voilà. cryptos, C'est-à-dire etc. que si on prend un scénario où le monde des crypto-monnaies arrive à maturité et ressemble un petit peu aux proportions qu'on va avoir dans le monde des actions, l'or pèse 10% de la capitalisation des actions. Donc l'or pèse 10 trilliards, les actions pèsent, actions, obligations et ETF, ça pèse 100 trilliards. Actuellement, le Bitcoin, qui est un peu considéré comme l'or des crypto-monnaies, est à 44%. Donc ça voudrait dire que dans un éventuel super cycle, le Bitcoin perdrait de la dominance pour descendre, pourquoi pas, beaucoup plus bas, à 30%, 20%, 10%, et où les alts, qui ont une utilité économique, prendraient de plus en plus de place. D'accord. Alors je rappelle bien sûr à vous qui nous suivez sur ce stream, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Alors, évidemment, moi, celle que j'ai envie de te poser, Sylvain, c'est justement de ces trois scénarios, lequel tu juges le plus probable d'après ton expérience et quelle probabilité tu assignes à chacun. Ok. Euh, moi, je suis toujours un petit peu, comment dire, perturbé euh, par un scénario baissier direct et classique ici. Pourquoi? Pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire le fait qu'en finalement, on n'a pas eu une vraie irrationalité sur le Bitcoin. Alors certes, on a quand même eu une sacrée explosion ici, hein. On est passé de 10 000 à 60 000, donc c'est quand même très important. Mais on n'a pas eu une phase d'irrationalité comme on a eu dans le cycle précédent, où, à titre de comparaison, je crois que sur les 2 dernières semaines, oui c'est ça, les 2 dernières semaines avant le top, le prix avait doublé. Donc là, on a eu une phase agressive, mais moins agressive, surtout sur la fin, que ce qu'on avait eu sur les sommets précédents. Donc ça, voilà, ça continue, entre guillemets, de me déranger un petit peu dans un scénario baissier direct. La temporalité me dérange un petit peu aussi. L'entrée des institutionnels qui vont avoir envie de défendre leur position me dérange aussi un petit peu pour privilégier une baisse, là, voilà, continue et directe jusqu'aux 10 000 dans les 6, 8 ou 10 mois qui viennent. Mais malgré tout, On ne peut pas euh, l'exclure, mais c'est pas le plus probable. voilà, je continuerai d'être étonné. Alors parfois, on est étonné par les marchés. En tout cas, moi, je vais pas faire des choix par rapport à ce que je pense et par rapport aux probabilités que je donne sur les scénarios, même si je peux te donner une estimation personnelle, mais par rapport à ce qui se passera. Donc moi, tant que cette oblique, la montante, est défendue, ou à minima que ce support-là est défendu, je vais pouvoir continuer à rester quand même investi, en tout cas à rester à chercher des opportunités d'investissement. En dessous, c'est certain que j'attendrai de voir ce qui se passe et potentiellement voilà, rester hors du marché pendant pas mal de temps. Sur le scénario cycle classique de hausse, c'est celui pour l'instant que je continue de privilégier des trois. C'est-à-dire là, voilà, on pourrait avoir ici une petite stabilisation et puis finalement une reconstruction qui pourrait prendre plus ou moins de temps. Et puis après, peut-être une dernière phase qui serait la phase justement d'irrationalité absolue avec une redescente. Donc moi, je continue de privilégier ce scénario, entre guillemets, jusqu'à preuve du contraire. Par contre, si j'ai une preuve du contraire, là, j'aurai aucun problème à changer d'avis. On Et s'adapte. le scénario du super cycle, pour moi, est encore un petit peu de l'ordre du fantasme. Il y a un narratif autour de ça. Peut-être que ça finira par arriver. Ça me paraît encore un petit peu tôt, même s'il y a des signes encourageants. Dans les signes encourageants, pour mettre un petit peu des arguments et des billes sur la théorie du super cycle, c'est que contrairement au marché de 2007-2018, le marché des alts, donc les crypto-monnaies qui ne sont pas le Bitcoin, hein, pour dire les choses simplement, le marché des altcoins est rentré dans une phase utilitaire. C'est-à-dire que dans la phase 2007-2018, les altcoins avaient une existence sur la base d'une promesse. Une promesse, c'est-à-dire ce qu'on appelle les white papers, c'est-à-dire les documents d'explication de concepts, et la fameuse phase des ICO, hein, l'ICO mania, hein, la manière qu'on avait la tulipomania, c'était l'ICO mania,
Donc Axiomania, c'était des initial coin offering, c'était des sortes d'introductions en bourse, mais de crypto-monnaies, mais qui étaient basées sur des idées, des concepts. C'est-à-dire que les tokens étaient mis en vente, non pas sur un produit ou un service plus ou moins fini et actif, mais uniquement sur l'idée qu'un jour, ce produit sera en application. Et ce qui est encourageant le cycle qu'on vit actuellement, c'est qu'aujourd'hui, les tokens ne sont plus émis sur des bases de concepts, ils sont émis sur des bases de MVP, c'est-à-dire de minimum viable product, c'est-à-dire de produits minimum viable. Donc, ça veut dire que les produits, quand les tokens sont émis aujourd'hui, les produits existent, les services existent, l'utilité est déjà en place et on peut déjà utiliser la technologie qui est proposée, utiliser le service qui est proposé. Pas forcément de manière totalement finie, mais en tout cas, c'est certain que maintenant, les traders, les investisseurs ne veulent plus mettre d'argent sur des idées. Ils veulent mettre d'argent parce qu'ils ont vu tourner le produit et qu'ils sont persuadés que l'utilité de ce produit va trouver une adoption suffisante. Qu'il y a une application concrète derrière. Et donc ça, c'est quelque chose qui a notamment... Il y a 2 secteurs qui ont vraiment émergé dans une application réelle et concrète. Cette année, c'était l'ADFI, comme je l'ai dit, et aussi les NFT. Les NFT, donc les tokens non fongibles, qui ont trouvé une application réelle et qui est effectivement utilisée du côté du marché de l'art, du côté des droits de copyright des auteurs, etc. etc. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question sur les prix, Sylvain? Bien sûr. C'est XNimsoW qui nous demande, en cas de scénario d'irrationalité tel que tu évoquais tout à l'heure, quel objectif de prix on peut attendre? Comme je le disais, si on reste dans quelque chose, on va dire, de classique, c'est-à-dire une reprise de hausse classique et dans une amplitude et une temporalité, on va dire, prévisible et probable, si on regarde le haut de ce canal ici, ça nous emmène vers octobre et vers les 100 000. Voilà, si je me mets par là. Là, il faut que ça déborde toujours un petit peu à la fin, hein, ça accélère toujours un peu trop à la fin, et puis après, ça dégonfle, et puis après, on repart. On voit que ça correspond plus ou moins autour des 100 000. Ça peut déborder jusqu'à 150. Voilà, dans ce scénario-là, hein, attention, il faut qu'il se réalise, il faut que le prix reconstruise au-dessus des 42, il faut que la confiance revienne, il faut qu'on ait des annonces positives, ou en tout cas qu'on arrête d'avoir des annonces négatives, parce que là, on s'est quand même, excuse-moi l'expression, c'est quand même mangé en l'espace de 15 jours Elon Musk qui change 4 fois d'avis sur le Bitcoin. On se demande si parfois il n'a pas des petits troubles de schizophrénie. La Chine qui commence à annoncer de manière, pour la 15e fois depuis que le Bitcoin a été créé, qu'ils veulent l'interdire. Ouais, ils veulent sévir voilà. contre Mais la spéculation. a priori, cette fois-ci, ça a l'air quand même beaucoup plus sérieux que les fois précédentes. Pourquoi? D'une part parce que les déclarations viennent de plus haut dans la hiérarchie chinoise, d'une part, et d'autre part parce qu'il y a des actions concrètes qui sont déjà visibles. Je peux citer deux actions concrètes. La première, c'est des exchanges chinois qui ont, depuis quelques jours, interdit les inscriptions de Chinois à leur plateforme. Et la deuxième, c'est des sociétés de minage qui commencent à plier bagages et envoyer leur parc de minage vers d'autres pays. Donc pour l'instant, cet exode-là n'est pas encore massif, mais en tout cas, il y a des signes un petit peu tangibles. Donc voilà, on s'est mangé Elon Musk qui change d'avis, la Chine où ça commence à être un petit peu sérieux, une phase quand même de dégonflement, entre guillemets, de bulles ou de mini-bulles, on ne sait pas encore, sur beaucoup de tokens, notamment de tokens de la DeFi qui étaient montés beaucoup trop vite, beaucoup trop fort, beaucoup trop vite. Là, voilà, on a eu des tokens DeFi, même des tokens alt, hein, qui ont pris moins 70% dans les 2 dernières semaines. Donc tout ça cumulé, ça fait quand même beaucoup d'un coup. Et je pense que maintenant, même si tout espoir n'est pas perdu, il va falloir attendre
qu'un petit peu tous ces nuages-là, progressivement, Se se dissipe et lèvent. qu'on ait à nouveau des bonnes nouvelles. Voilà. Ou en tout cas, au moins qu'on arrête d'en avoir des mauvaises 3 fois par jour, quoi. D'accord. Super, Sylvain. Bah, merci beaucoup d'avoir évoqué ces 3 scénarios, nous avoir aidé à prendre du recul, se rappeler d'où on partait et puis voir effectivement les, euh, les probabilités hein, à venir. Bah, j'espère qu'on aura d'autres occasions d'échanger si prochainement on refait un stream pour évoquer pourquoi pas voilà, quelques petits trucs. Comment concrètement on trade suivant le rythme qu'on vise. Ouais, avec Merci, plaisir. merci Avec plaisir. beaucoup Merci. À de bientôt, ton Guillaume. temps. À bientôt. À Au très bientôt. revoir. Au revoir. Et voilà, donc c'était Sylvain Marche. Et maintenant, je vais joindre notre second invité, donc Frédéric Montagnon, avec le Skype. Frédéric, Oui, bonjour. bonjour. Ben, c'est bon, vous êtes en ligne et à l'image. Alors, je rappelle donc que vous êtes multi-entrepreneur à succès. Alors, il y a presque trop de sociétés pour que je les cite toutes. Peut-être rappeler que vous aviez créé Overblog notamment en 2004, donc qui était le leader européen. Oui. Voilà, mais voilà, ça parlera peut-être à certains d'entre nous. Aux anciens. Voilà, aux anciens, puisque vous l'avez vendu en 2013. Vous étiez également le cofondateur de Tids, une plateforme mondiale de publicité vidéo qui a été vendue à Altis. Bon voilà, je rappelle qu'Altis est par ailleurs propriétaire de BFM TV, BFM Business. Voilà, et aujourd'hui, enfin depuis quelques années, depuis 2007, vous êtes vraiment particulièrement investi dans l'univers de la blockchain surtout, avec la société Ariani hein, que vous présidez actuellement. Vous êtes également cofondateur de Bender Labs, qui est aussi une entreprise active dans la finance décentralisée, la DeFi dont on parlait tout à l'heure avec Sylvain. Donc, merci de prendre. Voilà, on va essayer de se limiter à une demi-heure, puisque je crois que vous avez un rendez-vous important derrière. Alors, tout de suite, je vais prendre quelques questions les plus sur la partie fondamentale. Oui, parce que je précise, moi, je ne suis pas trader, hein, donc je ne sais pas répondre à ces choses-là. Notamment pour l'utilisation de l'Ether. Ça, c'est une question de PS Galex 9200 qui nous remercie de traiter donc ce sujet des cryptos et qui nous demande notre avis sur une vision à long terme de l'Ether 2.0. C'est vrai que c'est un nouveau protocole qui est avec le Proof of Stake qui change pas mal de choses. Est-ce que ça pourrait pousser l'utilisation de l'Ether bien davantage auprès du grand public, d'après vous? Déjà, ce qui est assez... D'ailleurs, on peut revenir un petit peu sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Ce qui est assez extraordinaire avec les plateformes de smart contract, donc en particulier Ethereum, effectivement, c'est qu'il y a un développement de l'usage qui est sans précédent au cours des dernières années, et en particulier au cours de la dernière année. C'est vrai que jusqu'à la bulle qu'on avait connue en 2017, c'était une bulle qui était très théorique, qui était vraiment basée sur des spéculations d'usage. Je ne parle même pas de la spéculation du prix, mais vraiment des spéculations d'usage, parce qu'à l'époque, il y avait très peu d'applications qui tournaient sur Ethereum, et on n'avait pas du tout cet usage, ni toute cette finance décentralisée qui est arrivée et qui a commencé à se déployer de manière massive il y a à peu près un an maintenant, hein, c'est tout récent. Donc déjà, première chose, l'utilisation d'Ethereum aujourd'hui, c'est une utilisation qui est faite par des industries, qui est faite par des utilisateurs, mais pour des raisons qui sont des raisons d'usage, de praticité, de performance. Et c'est quelque chose qui est assez nouveau.
et ça va avec un véritable revenu. C'est-à-dire que Ethereum aujourd'hui, c'est une plateforme qui, je crois, là sur la direction qu'on a aujourd'hui, devrait faire dans les 8 milliards de dollars de... Alors je ne sais pas si on peut parler de chiffre d'affaires, c'est un peu compliqué pour une blockchain, mais en tout cas, des utilisateurs vont dépenser probablement 8 milliards de dollars pour utiliser cette infrastructure. Donc déjà, indépendamment de la sortie d'une version numéro 2 d'Ethereum, de toute façon, il y a un usage aujourd'hui qui est réel. Et ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé la semaine dernière, je ne vais pas commenter du tout la direction du prix, mais c'est qu'on a pu constater, moi j'appelle ça un stress test, c'est-à-dire que quand on fait du développement, il y a un moment, il y a des choses qui sont théoriques jusqu'à ce qu'elles soient mises en pratique sur des fortes contraintes. Et la semaine dernière, on a eu le plus gros stress test qu'on puisse imaginer sur des applications décentralisées. C'est-à-dire que la totalité des applications ou la quasi-totalité des applications qui sont développées sur Ethereum ont été mis à contribution la semaine dernière dans un contexte de prix extrêmement sous stress, donc extrêmement volatile. Et il y avait 1000 raisons possibles, des bugs, des problèmes de calcul, de l'absence de contrepartie qui auraient pu pousser finalement tout ce schéma à tomber et à créer énormément de pertes. Bon, il se trouve que c'est pas du tout ce qui s'est passé. En réalité, tout a très bien fonctionné. Alors, il y a peut-être des gens qui ont perdu beaucoup d'argent, mais ils ont perdu de l'argent ils ont tout ce qui devait fonctionner finalement a fonctionné. Les échanges qui ont été réalisés se sont réalisés. Il y a des plateformes qui sont très complexes d'emprunt d'actifs numériques qui ont très bien fonctionné. Effectivement, on a un marché d'une taille qui fait plus de 1000 milliards de dollars. Enfin, quel autre marché aussi grand peut connaître une telle volatilité et finalement en continuant à fonctionner sans souci, quoi. Oui, c'est important parce que dans les marchés traditionnels, en fait, quand on a des gaps de prix aussi importants, en général, on stoppe les cotations. Des coupes-circuits comme on le voit en bourse, par exemple. Exactement. Déjà, il y a un coupe-circuit tous les soirs. Bon. Mais en plus de ça, quand il y a des variations trop fortes, quand il y a des gaps à l'ouverture, ou même quand il y a des gaps en séance trop importants, on finit par couper parce que on se doute qu'il peut y avoir de la manipulation de prix, mais aussi des erreurs opérationnelles. Et le fait d'avoir une volatilité trop forte fait que dans un marché organisé et supporté par des technologies, on va dire, d'ancienne génération, il y a toujours un risque opérationnel et un risque de contrepartie qui apparaît. Donc, en général, on coupe effectivement le circuit et on arrête de traiter jusqu'à ce que le marché se rééquilibre. Là, on a un marché qui est parti vraiment drivé complètement par l'offre et la demande, mais qui ne s'est pas effondré au sens où il n'y a pas eu de problème opérationnel technique qui ait créé plus de panique ou plus de contraintes finalement que ce que les acheteurs et les vendeurs mettaient sur le marché. Donc ça montre quoi ? Ça montre que tout ça fonctionne merveilleusement bien et finalement là sur ces dernières années ont été créées des plateformes qui sont plus résilientes, plus transparentes, plus efficaces, plus rapides que tout ce qu'on peut trouver finalement dans un environnement centralisé et une finance centralisée. En plus de ça, il se trouve que tous ces protocoles sont utilisés à l'échelle mondiale. Alors, ce n'est pas simplement le fait qu'ils soient disponibles H24, c'est aussi qu'ils sont utilisés partout dans le monde. Donc, on a vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ce sont des plateformes de nouvelle génération qui montrent aujourd'hui qu'elles fonctionnent parfaitement. Donc, moi, ça me pousse à me dire que, alors déjà, j'étais très optimiste sur l'avenir de ces plateformes, mais là, vraiment, on constate qu'en plus, elles répondent et elles finalement aux plus grosses contraintes qu'on puisse imaginer. Ça me rend encore plus optimiste pour la suite. L'arrivée d'Ethereum 2, alors c'est quelque chose qui est très attendu. Moi, j'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas exactement ce qui va sortir, puisqu'il y a encore des choses qui sont en suspens. On ne sait pas exactement quelle va être finalement la spécification de la release qui aura lieu a priori en fin d'année. Puis en plus, on n'a pas de date très précise. C'est quand même quelque chose qui traîne depuis longtemps. Mais ça n'empêche pas en fait le système de fonctionner. Donc oui, il va y avoir des évolutions, c'est sûr. Je ne sais pas exactement lesquelles elles seront. Mais de toute façon, aujourd'hui, on peut considérer qu'une plateforme comme Ethereum, vu la quantité de gens qui développent dessus, vu la quantité d'utilisateurs, vu le chiffre qui est généré par cette plateforme, elle est là pour durer simplement. Le proof of stake, notamment, ça pourrait avoir un impact positif au niveau de la consommation énergétique, entre autres. Oui, alors ça, c'est un drôle de sujet parce que c'est arrivé un peu la semaine dernière. J'ai l'impression qu'on découvrait à moitié le sujet alors qu'en réalité, c'est un sujet depuis très longtemps.
Oui, c'est sûr, il y a une consommation énergétique qu'il faudrait mettre en face de plein de choses. Il faudrait pouvoir comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire que quand on est dans un système, quand on construit des systèmes centralisés, il y a aussi beaucoup de consommation par ailleurs. Donc je ne sais pas exactement comment on peut comparer les choses. D'ailleurs, je pense que c'est tout simplement pas comparable. Et effectivement, à partir du moment où on passe dans un consensus effectivement de preuve d'enjeu, on n'est pas sur les mêmes consommations parce qu'on arrête de faire enfler l'infrastructure de manière très importante. Il y a aussi beaucoup de... Alors là, je me repose vraiment sur des spécialistes, mais on dit aussi que quand on passe dans un proof of stake, en général, on fait une petite croix sur la solidité, sur la résilience de la plateforme, ce qui est tout à fait possible. Dans le cas d'Ethereum, de toute façon, on a passé un tel cap d'enjeux justement en termes de masse monétaire, enfin de masse de valeur finalement de chaîne, que je pense que ça n'affaiblirait pas la chaîne. Mais oui, probablement qu'aujourd'hui, il y a une certaine retenue de la part d'industriels à venir sur des blockchains publiques dont les consensus sont faits en proof of work pour des raisons d'image. Et ça, on le voit, enfin, nous, chez Ariani, on voit que ce sont des questions. Alors, nous, on se repose pas du tout sur le mainnet d'Ethereum, mais on voit que ce sont des questions qui sont posées. On les avait anticipées, en l'occurrence, parce qu'on travaille beaucoup avec des marques de luxe qui ont besoin d'avoir des réponses très tôt à ces questions-là. Peut-être on peut donner un ou deux cas d'usage, justement, que propose Ariani auprès des marques pour être mieux en lien avec leurs clients et le public en général, pour bien comprendre. La vision d'Ariani, c'est d'abord de repenser la relation entre les marques et les clients. Parce qu'on a envie de participer à une vague qui consiste à créer les bases d'un Internet plus respectueux des données personnelles. Et pour ça, on se dit que finalement la relation entre les marques et leurs clients ou leurs prospects est probablement l'application sur Internet qui consomme le plus de données personnelles. Parce que pourquoi est-ce qu'un Facebook, un Google passent leur temps à collecter de la donnée? C'est bien pour revendre ça à des annonceurs qui sont des marques qui souhaitent s'adresser à leur clientèle. Donc, nous, on s'est attaqué à cette relation-là. On dit comment est-ce qu'on peut recréer un lien direct entre les marques, les consommateurs, le faire de la manière la plus respectueuse et anonyme possible. Et la manière dont on a imaginé participer à cette petite révolution, c'est en permettant à des objets physiques d'avoir une existence digitale et aux marques, de ce fait, d'avoir une existence digitale aussi. Donc pour chaque objet qui est créé, construit, fabriqué par les marques avec lesquelles on travaille, on crée un passeport numérique. Alors aujourd'hui, on peut le dire, puisque tout le monde sait ce que c'est que des NFT, on fait des NFT, ça fait 4 ans qu'on fait ça. Et donc on crée un NFT qui va représenter l'objet dans un environnement digital en lui donnant une identité, une existence native. Donc c'est ça qu'on fait. À partir du moment où vous, en tant que client final, vous avez ce NFT sur vous dans votre téléphone portable, alors par exemple, j'en cite une parmi plein, mais on travaille beaucoup avec Breitling par exemple sur ces sujets. Et bien Breitling, plutôt que de vous donner un certificat de garantie papier, va vous donner, alors vous savez pas forcément que c'est un NFT, mais va vous transmettre un NFT. Voilà, c'en est un. Et à partir du moment où vous possédez ce NFT, eh bien Breitling peut communiquer avec vous. Alors communiquer, ça veut dire vous envoyer des informations qui peuvent être d'origine marketing, mais aussi avoir une relation finalement avec le client final pour lui donner des informations sur la garantie de sa montre, sur son authenticité évidemment, et pouvoir créer tout un tas de services autour. Et donc l'idée, c'est de faire en sorte que vous n'ayez qu'à stocker ce NFT de votre côté dans un wallet, qui peut être un wallet développé par la marque, pour créer ce lien. Et en faisant ça, on n'a plus besoin de donner son nom, son adresse, son numéro de téléphone. En fait, la connexion se fait de manière complètement naturelle. Donc c'est ça l'idée générique. Puis après, on peut construire tout un tas de services, de l'assurance en un clic, plein de choses, faciliter le marché de la seconde main, etc. Alors je vois que vous faites comme VeChain. Alors pas tout à fait. En fait, VeChain, c'est vraiment un layer qui est complètement différent. On pourrait effectivement s'appuyer sur VeChain. On a choisi de le faire sur une technologie Ethereum parce que ça nous semblait être beaucoup plus standard. Mais eux ne font pas d'application auprès des industriels. D'accord. À vous entendre, Frédéric, et c'est un peu des fois le sentiment que j'ai depuis que j'ai commencé ces streams, j'ai un peu l'impression que les usages non monétaires de la blockchain finalement commencent à monter en puissance et ont peut-être plus de potentiel
que les usages monétaires tels que le Bitcoin? Alors, c'est sûr que pour arriver à développer des usages grand public dans un environnement aussi nouveau, ça ne pouvait pas arriver tôt parce que il fallait régler, et c'est pas encore complètement réglé entre nous, c'est pas qu'entre nous, mais je veux dire, tout n'est pas complètement, toutes les frictions sont pas levées. Il faut pouvoir déjà permettre le stockage des actifs numériques de manière simple. Bon. Et rien que de dire ça, en fait, là, je suis entouré de ledgers, j'en ai partout. Là. Donc, c'est pas simple de stocker des actifs numériques. En plus de ça, il est bien évident que les gens vont pas se balader avec des bouts de hardware tous pour stocker tout ce qu'ils ont à stocker. Donc, il y a des choses effectivement qu'on peut avoir envie de stocker soi-même. Il y a des choses qu'on voudrait plutôt que les autres stockent pour soi. Enfin, le rôle d'une banque au départ, c'est ça, c'est la conservation, le rôle numéro 1. Et pour l'instant, on n'y est pas parce que les banques sont pas vraiment complètement rentrées dans ce jeu-là. Et puis, les solutions de custody, de stockage, en fait, sont encore assez complexes. Donc, de toute façon, il fallait attendre d'avoir des couches logicielles, d'avoir suffisamment de travail, fait de travail sur l'expérience utilisateur avant de voir des usages se développer. Dans notre cas, en fait, on s'appuie énormément sur les marques qui ont parfois des applications elles-mêmes ou qui veulent que ce soit Ariani qui propose une application pour faire ce stockage. Mais pour l'instant, on a réussi à le faire parce qu'on travaille sur des objets de très grande valeur. C'est pour la raison pour laquelle on a commencé avec le marché du luxe. On va descendre petit à petit vers des objets de moins forte valeur, mais aujourd'hui, c'est sûr qu'une montre que vous achetez 3 000 ou 5 000 euros, plus d'ailleurs pour la plupart, vous allez faire un effort finalement pour stocker votre garantie et finalement vous allez prendre le temps qu'il faut parce que ça fait partie de l'expérience dans ce genre d'achat. Ça sécurise aussi le droit de propriété en cas de vol, si quelqu'un cherche à la revendre. Absolument. Mais du coup, voilà, pour répondre à la question, c'était normal en fait que ça arrive assez tard finalement dans le développement de ces technologies parce qu'il y avait besoin d'avoir évidemment d'abord des strates profondes très solides, puis petit à petit d'avoir des applicatifs qui soient de plus en plus faciles à utiliser. Et on est loin encore d'être arrivé au bout du chemin. Mais on voit qu'il y a des choses qui sont de plus en plus évidentes aujourd'hui. Je pense par exemple à Zengo qui fait un wallet qui est beaucoup plus simple à utiliser que d'avoir à stocker une clé privée. Donc on y arrive petit à petit, mais c'est normal que ça n'ait pas pris au départ. Après, en ce qui concerne le potentiel, je suis complètement d'accord. Je pense qu'il y a probablement plus de valeur à construire en dehors des marchés financiers parce que ça peut régler énormément de soucis qu'on a aujourd'hui. Et en particulier, je pense que ça peut amener des réponses aux problèmes de fuite de données et de piratage, qui est quand même quelque chose d'assez massif aujourd'hui. Ceci dit, rien que les applications financières sont déjà quelque chose d'absolument énorme. Enfin, encore une fois, le chiffre d'affaires qui est réalisé aujourd'hui par les exchanges et par qu'il soit centralisé ou décentralisé, c'est un marché qui est gigantesque. Alors pour reprendre sur une question de Henley Marie qui nous a déjà posé plusieurs questions, merci. Notamment, quels sont les impacts des actions des banques centrales, de la BCE par exemple, sur les cryptos aujourd'hui, sur le cours des cryptos? Alors, ça dépend des banques centrales. En général, on a tendance à raisonner par rapport à la zone euro ou la zone dollar. J'ai l'impression que c'est pas là en fait que la relation entre ceux qui régulent la monnaie finalement et les crypto-monnaies est la plus forte, simplement parce que la stabilité finalement de l'euro et du dollar, même si elle est très critiquable, elle existe. Donc voilà, pendant la crise, on n'a pas perdu tout notre pouvoir d'achat. Donc quelque part, je pense faut considérer que le Bitcoin vu du siège d'un Européen ou d'un Américain, c'est de la diversification, c'est de l'investissement, ça peut être de la spéculation, mais c'est pas fondamental finalement dans une stratégie patrimoniale. Ce qui n'est pas du tout le cas dans beaucoup de pays du monde, où là pour le coup, on a des attitudes d'évaluation des monnaies qui sont très fortes parce que simplement soit les banques centrales ou en tout cas les États font un peu n'importe quoi, ou parce que simplement il y a des situations qui sont critiques. Il suffit, c'est pas la peine d'aller très loin, mais la Turquie par exemple, c'est la monnaie turque a complètement dévissé ces dernières années, et donc pour les gens qui vivent dans ces zones-là et qui représentent quand même la majorité des gens dans le monde,
il y a un vrai problème de préservation du patrimoine et du capital. Donc, ça dépend d'où on raisonne. Ouais, jusqu'à présent, ils allaient beaucoup sur l'or et maintenant, ils viennent aussi davantage sur les cryptoactifs. Ça me semble assez logique parce que l'or, finalement, c'est pas si simple que ça. Moi, je considère qu'à chaque époque, on doit avoir. Il me semble qu'à chaque époque correspond une technologie qui est celle de la monnaie. C'est-à-dire qu'à une époque un peu lointaine, on utilisait des coquillages pour faire des échanges. On a utilisé de l'or, puis des pièces, puis des billets, puis une monnaie qui est dématérialisée, mais pas vraiment digitale. Aujourd'hui, on vit dans un environnement qui est fait d'écrans, de connectivité, et on passe le gros de notre temps finalement au travers d'applications, que ce soit à titre professionnel ou personnel. Donc il est logique en fait d'avoir une représentation une technologie qui représente la valeur qui soit digitale. Et donc là, les crypto-monnaies ont leur carte à jouer. Donc c'est normal qu'on fasse des transitions de ce type-là. Après, il est certain qu'aujourd'hui, pour des gens qui ont besoin en fait de préserver leur capital, leur patrimoine, c'est assez logique d'aller se porter en effet vers des monnaies qui sont des monnaies digitales. En plus de ça, elles affichent les plus grosses performances en matière d'investissement alternatif, donc c'est assez logique. Maintenant, quelle est la stratégie des banques centrales aujourd'hui, au final, je dirais que effectivement la production monétaire qui a eu lieu pendant la crise est forcément de nature à créer de l'inflation. Enfin, tôt ou tard, de toute façon, il va y avoir un impact sur les prix et sur la valeur du pouvoir d'achat ou de la monnaie en tout cas. Donc probablement que ça a un effet d'entraînement supplémentaire, mais je dirais que c'est surtout vrai en fait dans des zones dans lesquelles il y a une dévaluation énorme. Après, c'est un peu paradoxal parce que ces liquidités se déversent sur les marchés financiers, dont dopent le prix des actifs à risque, y compris ceux des crypto-monnaies, qui sont censés justement protéger de la création monétaire. Donc c'est un peu... C'est un cycle, en effet. C'est un peu contre-intuitif. C'est vrai qu'il y a certains aspects du Bitcoin qui, de l'extérieur, paraissent un peu ésotériques, comme ces fameux 21 millions. Pourquoi 21 millions et qu'est-ce qui va se passer lorsque tous ces Bitcoins seront minés? Ça, c'est une question de Zinios94 qui nous a posé tout à l'heure. Alors, il y a deux choses. D'abord, ils ne seront pas minés demain. Hein. C'est une asymptote. Donc, 2140, je crois, nous a expliqué Sylvain tout à l'heure. Voilà, et donc finalement à ce qu'on appelle le halving, en fait, on divise par deux la quantité de bitcoins qui vont être mis en circulation à chaque bloc. Donc, de toute façon, cette arrivée d'offres supplémentaires de bitcoin se tarit petit à petit avec le temps. Donc qu'est-ce qui va se passer? Simplement, plus on avance et plus le stock existant a tendance à être contraint. Et donc plus le prix, la formation du prix finalement de Bitcoin se fait véritablement entre une offre et une demande. Donc plus on va avoir de gens finalement qui vont avoir envie de posséder de cet actif et globalement plus le prix va monter. Donc c'est là où quand on investit aujourd'hui, on a envie de se convaincre que demain il y aura 10 fois plus de gens qui auront envie d'avoir du Bitcoin et que du coup le prix va monter. Franchement, je ne sais pas comment ça va se passer. Ce que je sais, c'est que si j'essaie de me remettre un petit peu dans les premières discussions qu'on avait là, il y a 8, 9, 10 ans, personne n'aurait imaginé que le Bitcoin dépasse le 10e ou le 100e du prix qu'il a aujourd'hui. Donc en fait tout est possible, c'est effectivement une question d'adoption, mais il faut toujours raccorder ça finalement à des problématiques soit industrielles, soit d'une manière ou d'une autre des problématiques d'adoption. La réalité de tous ces marchés-là, ça va de pair avec la quantité d'utilisateurs. Donc je pense que c'est la chose qui est la plus importante à regarder. Moi, encore une fois, je ne fais pas de trading et je ne fais pas d'analyse technique sur le prix. Il y a des gens qui font ça très bien, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le très long terme. Et donc, regarder la quantité d'utilisateurs d'un réseau, regarder la quantité d'applications, regarder ce que ça apporte comme valeur réelle. C'est là, à mon avis, où on arrive à se faire la meilleure idée du potentiel à venir. Et finalement, que ce soit que Bitcoin soit une valeur, que ce soit quelque part un véhicule d'investissement, peu importe, mais c'est vraiment essayer de comprendre ce qui fait que des gens aient envie de rentrer sur ce marché, qu'est-ce que ça apporte véritablement. Et moi, j'aime bien cette idée de se dire que il faut une technologie en fait pour l'ère dans laquelle on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de digitalisation, de transformation numérique.
c'est vrai que cette transformation numérique, elle a à peine commencé dans le milieu de la finance et dans le milieu, et pour la monnaie et pour nos usages. Donc le fait de connecter ce que l'on fait sur Internet, de connecter des interfaces, des applications avec la monnaie de manière directe, ce qui n'est pas du tout possible avec les banques. Je veux dire, c'est très compliqué de faire même de l'e-commerce. Il y a d'énormes sociétés qui essayent de réduire ces frictions-là, mais ça reste complexe. C'est pas super logique en fait d'avoir à sortir une carte de paiement pour payer sur Internet, puisque tout le reste est déjà connecté. Donc avoir cette connexion finale entre la valeur, le contenu, le service, c'est probablement ça qui devrait arriver et qui va pousser, je le souhaite en tout cas, les actifs numériques à devenir beaucoup plus utilisés. Je pense que c'est là qu'il faut regarder. Après, bon, est-ce que Bitcoin dans ce scénario-là est prédominant ou pas, ça j'en sais rien. Mais à partir du moment où ces technologies-là sont plus adoptées, finalement acheter du Bitcoin devient plus simple et de manière assez naturelle, on devrait avoir plus de possesseurs de Bitcoin. Ouais, il y a un aspect performatif, c'est que plus ça sera adopté et plus ça deviendra une réalité, effectivement. On l'a vu d'ailleurs dans toutes les annonces qu'on voit des gérants de fonds, des hedge funds, des banques même. En fait, c'est des gens qui, au départ, n'ont pas du tout envie d'avoir un nouvel asset. Enfin, je veux dire, des assets, il y en a plein. Et puis, ils n'accueillaient absolument pas ce nouvel asset comme une opportunité, loin de là. Il y a 1000 raisons d'ailleurs pour ça. Et finalement, aujourd'hui, ils ont fini par changer d'avis pour beaucoup, pas tous, mais beaucoup. Simplement parce que la capitalisation du marché est telle, les performances sont telles et la demande est telle que leur métier, au bout d'un moment, c'est quand même de répondre à leurs clients. Donc c'est là où on voit que ce sont des marchés qui sont de plus en plus tirés par une activité retail, donc du grand public. Et c'est ce qui me fait dire que le potentiel est encore très important parce qu'il y a une vraie demande du côté des utilisateurs. Écoutez Frédéric, je sais que vous avez un COMEX, je crois, dans pas longtemps, donc je vais peut-être vous libérer. Merci beaucoup de cette ouverture. Je trouve que c'est vraiment intéressant de voir la richesse des usages. Parfois, on a cette volatilité, les gros titres sur les cryptos. Ça fait un peu oublier toute cette réalité qui s'impose petit à petit derrière. Faut pas. Enfin, c'est difficile de vivre le prix surtout quand il y a des variations aussi importantes. Je comprends que ce soit stressant, mais faut vraiment comprendre en fait pourquoi on investit sur des assets. Donc il y a beaucoup de technicité derrière, c'est ça qui est pas évident. Et c'est très difficile de comprendre. Là, je vois qu'on me demande mon avis sur Solana et sur Matic. J'ai quelques avis techniques, j'ai pas d'avis sur le prix. Mais c'est extrêmement complexe à comprendre. Mais il faut quand même se forger une idée peut-être un peu plus haut niveau. On peut faire des comparables. Quelque part, si on avait pu, en fait, au démarrage d'Internet, investir sur HTTP, sur SMTP, qui sont les protocoles qui permettent en fait de réaliser de la connexion entre des serveurs et des clients ou simplement de pouvoir échanger des emails, ça aurait été probablement les meilleurs investissements au monde. Là, on est un petit peu dans des choses qui sont comparables, dans le sens où, à mesure que tout ça va se déployer, en fait, il y a des plateformes sous-jacentes qui vont en profiter de plus en plus. Je ne sais pas s'il faut... je pense que ce qui est important, c'est de se faire une idée assez générale de ce qu'on attend en termes d'usage. Et puis ensuite, si l'usage vient, le prix suit. Là où ça peut être un petit peu délicat, c'est d'essayer d'aller vers des assets qui sont des assets, des projets très early stage, qui ont tout leur potentiel à démontrer, qui ne sont pas encore en place, etc. Soit on prend ça comme vraiment des investissements dans des startups qui démarrent en sachant que la plupart vont avoir beaucoup de mal. Soit sinon, il faut rester sur des assets qui sont un peu importants aujourd'hui sur le marché. Et, je pense qu'on se trompe pas trop si on se dit que Bitcoin et Ethereum aujourd'hui sont quand même les deux gros projets connectés partout, utilisés partout et qui sont difficiles à disrupter aujourd'hui. Voilà. D'accord. Si l'usage vient, le prix suivra. Je pense que c'est la bonne conclusion à cette discussion. Merci beaucoup de votre temps, Frédéric. Merci et à bientôt, j'espère. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
Alors, je termine parce que tout à l'heure, on m'a remonté une question d'Erim Chazen. Pardon Guillaume, mais serait-il possible d'avoir votre avis sur ces questions ou préférez-vous vous positionner comme animateur de ces émissions? Alors effectivement, là, moi je suis toujours journaliste. Je préfère largement poser les questions finalement. Je pense que mon métier, c'est surtout poser les bonnes questions. Plutôt que d'essayer de donner les réponses. Donc voilà, moi j'essaie de me faire mon avis en même temps que vous. Donc merci à tous encore une fois pour les questions que vous avez pu nous envoyer. Erim Chazen, Zinios, Xnimos, W, et voilà, tous ceux que j'ai pu oublier. Il n'y a pas de périodicité fixe pour l'instant, c'était une autre question, mais voilà, quand il y a une actualité aussi importante et surtout des experts qui nous apportent vraiment une vision aussi approfondie que Frédéric donc pour la partie des usages, pour la partie fondamentale, Sylvain ou d'autres pour la partie de l'analyse graphique, on n'hésitera pas voilà, à organiser ces petits streams. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois.